Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast 101e épisode aujourd'hui. On fait ça différent. On n'est pas au Québec, mais on est avec des Québécois. On s'en va au Vanuatu. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent vous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut les boys! Là, vous, il est pas mal plus tard. Vous êtes rendus demain, midi, pendant que moi, il est 8 heures du soir. Merci d'être là. Bonjour Patrick, merci de nous avoir. Ça fait plaisir. Fait que vous avez entendu plusieurs des épisodes du podcast d'à l'autre bout du monde. Avant de parler de vous autres, on va juste se situer. Là, j'ai parlé d'un gros décalage horaire, mais c'est où le Vanuatu? Vas-y, Martin. Le Vanuatu, c'est à 3 heures d'avion de l'Australie. Donc c'est près de l'Australie, comme le Québec est près de la Floride. 3 heures d'avion, c'est à peu près la même distance. Donc, on est dans l'océan Pacifique. On est plus près de nous, il y a la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français. On a Fidji, les îles Fidji. Puis on a les îles Solomon qui sont au nord de nous. Donc, le Vanuatu, c'est 83 îles. D'où le nom de la distillerie qu'on visite aujourd'hui, 83 Islands, 83 Islands. Si tu googles 83 Island, ben, tu tombes directement sur Wikipédia sur le Vanuatu parce qu'on est le seul archipel qui a 83 îles, en fait. Effectivement, d'où le nom. Puis ceux qui sont curieux puis qui veulent aller vous visiter, c'est aussi hot que les Fidji, bien en moins cher. Oui, ben, il y a une plus grande diversité, je dirais, d'îles, puis de décors, puis de choses à faire, mais c'est très semblable en termes de culture, puis en termes d'activité. C'est pas beaucoup moins cher non plus. Ouais. Faudrait pas non plus. Le Vanuatu, c'est plus pour les gens qui veulent avoir un petit peu plus d'aventure. Les gens qui sont un petit peu prêts à sortir un peu des sentiers non battus, là, c'est parfait pour eux. Fidji, il y a plus de resorts, il y a plus de trucs organisés, mais Vanuatu, c'est encore un peu en développement. Cool. Fait que là, on va apprendre un petit peu à vous connaître puis comment vous êtes arrivé là. Donc, je ne sais pas par lequel des deux vous voulez commencer, comment vous êtes arrivé dans ce coin-là. Oui, moi, je suis arrivé il y a 20 ans. Donc, je suis arrivé avec Marie-Ève, ma conjointe, qui est la sœur de Pierre-Luc, en fait. Puis on est arrivés les deux ici, on est comptable agréé, puis on travaillait pour une grande firme à Montréal, on travaillait pour Deloitte. Puis il y avait un emploi ici pour KPMG, fait qu'on est venu travailler ici. Le Vanuatu, ça appartenait à la France et à l'Angleterre. Ça a été colonisé par la France et l'Angleterre il y a 150 ans environ. Puis pendant 100 ans, ben, les deux empires étaient, chacun leur tour, ils géraient la colonie. Puis en 1980, le Vanuatu a pris son indépendance. Puis nous, on est arrivés 23 ans après l'indépendance, donc on est arrivé en 2003. On avait les deux à peu près 25 ans. Puis depuis ce temps-là, ben, on est resté ici, on a 3 enfants, puis tranquillement, on a fait grandir, si on veut, la communauté québécoise au Vanuatu parce que ma sœur est venue nous rejoindre il y a une dizaine d'années. Pierre-Luc est venu il y a 6 ans. Puis après, on a recruté, il y a Didier qui est ici, on a d'autres aussi, on a recruté un avocat qui a travaillé au cabinet, parce on a démarré avec après avoir été employé nous-mêmes comme expert comptable, puis on a démarré notre propre entreprise ici dans ce domaine-là. Puis de fil en aiguille, ben, c'est ça, on s'est tourné vers la distillerie, puis vers faire ici cette nouvelle activité-là. Si on veut, c'est la plus récente de nos activités qu'on a ici, puis donc c'est ça. Ben ouais, puis plus spécifiquement pour la distillerie, pour moi, ben en fait, l'histoire de la distillerie, ça commence en 2016, quand je commence à parler de ça avec Marie-Ève, ma sœur, qui est la partenaire de Martin. Et puis, eux, ils revenaient d'un voyage à Hawaï
où il avait visité une distillerie de vodka qui faisait ça à partir de la canne à sucre. Puis moi, au Québec, moi j'enseignais la communication à l'Université de Montréal, puis j'étais prêt à faire autre chose. Je voulais faire du whisky au Québec. Et on s'est dit, tant qu'à faire quelque chose, pourquoi pas en profiter pour faire un projet de développement ici au Vanuatu. Donc, en 2016, je suis venu ici pour voir la faisabilité. On a acheté un terrain, on a commandé notre alambic, puisqu'à l'époque, la demande était très grande, donc on savait que ça allait prendre du temps de tout avoir. Donc, éventuellement, j'ai déménagé ici. Entre-temps, on a fait des formations, on est allé au Kentucky, Moonshine University, on a fait des tests aussi sur des plus petits alambics. Puis, j'ai déménagé ici en 2017, en octobre, puis depuis ce temps-là, on travaille sur le projet de la distillerie. Ce qui est peut-être intéressant pour les auditeurs, c'est que toutes les îles à peu près des Caraïbes ont leur rhum, ont leur alcool qu'ils font localement, puis la plupart des pays tropicaux aussi. Mais au Vanuatu, il n'y avait pas encore de distillerie parce qu'en fait, il n'y avait pas d'industrie sucrière, il n'y avait pas de plantation de canne à grande échelle qui était faite. Donc, puis en général, le rhum, c'est fait à partir du déchet qui est de l'industrie sucrière, qui est la mélasse, qui est comme dans le processus de raffinement du sucre, tu produis ça, puis après ça, il y a une distillerie qui s'installe à côté. Mais vu qu'il n'y avait pas d'industrie sucrière, il n'y a jamais eu de rhum qui s'était fait au Vanuatu. Mais, autre fait très intéressant pour le Vanuatu, c'est que la plante elle-même, qui est la canne à sucre, qui est peut-être la plante qui a le plus d'hectares sur la planète de couverture, si tu penses parce qu'en fait, la plupart du sucre qu'on mange vient de cette plante-là. Mais cette plante-là est originaire de la Mélanésie, donc Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est juste au nord de nous, puis elle a été amenée en Mélanésie d'abord, donc Fidji, Vanuatu. Donc, ici, ça pousse dans la nature. Puis, elle a été amenée des Caraïbes par Christophe Colomb. Donc, c'est en 1534, Jacques Cartier, Christophe Colomb. 1492, Christophe Colomb. C'est dans cette époque-là que la canne a été amenée des Caraïbes. Donc, c'est une plante qui nous appartient à notre région du monde, en fait, puis qui a été amenée vers les Amériques et non pas l'inverse dans ce cas-ci. Donc, c'est intéressant pour nous de faire en fait un alcool rhum avec les techniques qui ont été développées, oui, par les gens des Caraïbes puis par le Nouveau Monde, mais ici, on a le Nouveau Monde aussi, mais... Ouais, le Nouveau Monde de l'autre bout du monde. Ouais, Nouveau Ancien Monde, mais de le faire au Vanuatu, on s'est trouvé une petite niche ou en tout cas un truc à exploiter. Puis aussi, il y a tellement à faire. C'est un pays en voie de développement qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui n'a pas été choyé. Puis là, aujourd'hui même, au moment où on se parle, on sort d'un 2 semaines ou d'un 10 jours très intense parce qu'on a eu la semaine dernière 2 cyclones, un derrière l'autre, des grosses tempêtes tropicales c'est très, très rare. C'est la première fois qu'on voit qu'on en a 2 de suite comme ça. Puis moi qui est ici depuis 20 ans, ma maison, elle n'a jamais été touchée autant que celle-là. Il y a eu un cyclone qui était encore peut-être plus fort en 2015, qui avait peut-être encore plus dévasté le pays. Mais moi, dans mon cas, puis de beaucoup de personnes à part là dans la capitale, le cyclone qu'on a eu la semaine dernière, ça a été le plus dévastateur, disons. Donc, c'est un pays qui a besoin de se trouver des niches et puis de trouver des angles de développement pour avoir un peu de manufacturier, un peu de technologie aussi qu'on amène. Donc, Puis dans cette sorte d'idée-là, ta matière première au début, tu n'en avais pas, tu ne peux pas acheter des tonnes et des tonnes de canne à sucre, tu en as fait venir d'ailleurs. Puis après, tu t'es reviré vers les locaux. Tu t'es dit, ben, ça pousse ici, il n'y a pas d'industrie de ça, mais comment que je peux aider la communauté puis que la communauté m'aide? Fait que expliquez-moi votre principe, comment ça a parti. Oui, comme tu dis, nous, au début, quand on a commencé, on importait de la mélasse de Fidji. Fidji et d'Australie qui ont tous les deux grosses productions de sucre. Mais justement, on s'est rendu compte que la canne à sucre, ça venait de Mélanésie. La Sacharum officinarium, la variété qui est utilisée globalement pour le sucre.
Et puis, on a demandé aux fermiers locaux d'aller voir un peu dans le bush, dans les champs, voir s'ils pouvaient nous trouver des variétés naturelles qui poussaient naturellement dans le bush. Et puis, on a trouvé, la première année, on a trouvé 20 tonnes. Donc, ça, c'est il y a 3 ans qu'on a commencé à basculer vers la production de canne à sucre. Euh, donc, on a récupéré différentes variétés. On a demandé aux fermiers de planter de plus en plus. Puis, en 3 ans, on a réussi à produire de 20 tonnes la première année à 150 tonnes la deuxième année. Puis, cette année, on devrait être capable de produire jusqu'à 300 tonnes. Euh, mais la canne à sucre, c'est extrêmement complexe parce qu'on doit la couper et on doit l'écraser pour extraire le jus en temps de 24 heures. Si on veut minimiser les bactéries qui contaminent le jus, qui ensuite créent des problèmes durant la fermentation. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver la bonne manière de travailler avec les fermiers locaux pour qu'on soit capable justement d'avoir un flux de 3 tonnes de canne à sucre par jour qui est fraîchement coupé, fraîchement livré à la distillerie. Mais là, maintenant, on a un bon système, on a une bonne organisation aussi avec les fermiers. Donc, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on a environ 48 fermiers qui travaillent pour nous, qui plantent de la canne, puis qui nous fournissent. Puis là, on est en train d'essayer de transitionner où on peut essayer de produire de la canne à sucre à l'année, parce que là, pour l'instant, comme ça prend 10 à 12 mois pour que la canne pousse, on est capable juste de produire pendant 6 mois avec la canne à sucre. Donc là, on essaie de travailler avec eux pour qu'on soit capable de planter à l'année. Parce qu'on sait que dans les Caraïbes, il y a certaines îles qui sont capables justement de faire du rhum à l'année. Puis étant donné qu'on n'a pas trop des gros volumes non plus, ben, on est capable, je pense qu'on va être capable de faire ça. La raison pourquoi on veut travailler avec la canne à sucre, c'est parce que ça vient du terroir. Hein? C'est un produit, ça fait un produit qui vient du terroir du Vanuatu. Et puis, on peut aussi découvrir différentes caractéristiques du rhum selon quelle variété de canne on utilise, selon le lieu sur l'île où on fait pousser la canne à sucre. Donc, on va aller chercher vraiment des produits qui sont vraiment originaux, uniques, puis une plus grande diversité. Puis moi, je pense que justement, le milieu du rhum va probablement de plus en plus aller vers la canne à sucre parce qu'à l'heure actuelle, c'est très petit, la production de rhum de canne à sucre. On parle d'environ 5 du rhum global qui est produit à partir de la canne à sucre. Donc, on pense justement qu'on va transitionner vers ça au fil des ans parce que ça nous permet d'aller chercher un produit qui est plus raffiné, plus artisanal, plus unique que la production de masse avec la mélasse. Fait que juste pour être sûr, quand on part direct de la canne à sucre, ailleurs, ils l'appellent un rhum agricole parce qu'on, contrairement au rhum industriel qui est le déchet de l'industrie, la mélasse, fait que vous autres, c'est comme un rhum agricole. Ouais, c'est un rhum agricole. On peut l'appeler, on peut pas vraiment l'appeler rhum agricole parce que c'est une appellation protégée. Mais nous, on lui donne le nom de Yumi Rum. Yumi, c'est un terme qui veut dire toi et moi. You, me. C'est Ouais. you and me. C'est un terme local qui est très utilisé, qui est aussi le nom de l'hymne national. Donc, ça a une signification particulière pour les gens d'ici. Donc, c'est notre rhum fait avec notre canne à sucre. Un peu communautaire, mettons. Là. Ouais. Cool. La canne à sucre, c'est une plante qui est, c'est une plante qui est fascinante parce qu'en fait, c'est comme un gazon. Hein. Tu le coupes, puis il va repousser. Tu le coupes, puis tu es bon pour à peu près une dizaine d'années, 8-10 ans à avoir le même. Donc, c'est beaucoup de travail au niveau de la coupe. Puis, comme disait Pierre-Luc, c'est ce qui est très délicat, c'est de se faire livrer rapidement après qu'il a été coupé pour pas qu'il se mette à fermenter avant d'arriver à l'étape où on le croche puis qu'on le met en liquide. Mais c'est aussi délicat au niveau de, il ne faut pas qu'il ait plu pendant 3-4 jours avant puis qu'il n'y ait pas eu de soleil parce qu'à ce moment-là, la canne, elle ne sera pas gorgée de sucre, elle va être gorgée d'eau puis elle n'aura pas la même concentration de sucre. Puis après, le goût est très différent d'un rhum classique, si on veut. On aime aussi le rhum classique. On n'a rien contre le rhum classique. Puis on n'a pas, c'est pas vraiment
c'est pas meilleur, mais ça donne un autre éventail, un autre échantillon. C'est plus végétal. C'est plus vert, plus végétal. Il y a des notes florales, des notes végétales. Oui, exactement. Ben, je pense que de toute façon, nous, notre philosophie, c'est qu'on aime tous les alcools. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans tous les produits. Puis l'idée, c'est justement de promouvoir les caractéristiques locales. Ouais. Parce que notre but, c'est pas de faire le meilleur rhum au monde. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont le meilleur gin ou qu'ils ont le meilleur whisky. Je pense qu'il faut reconnaître que ce qu'on veut faire, c'est le meilleur produit qu'on peut faire au Vanuatu. Donc, ouais, on va amener quelque chose d'unique. Puis ça, si on veut, c'est notre angle pour l'export parce que la grosseur de la distillerie qu'on a faite, ça ne peut pas être seulement pour le marché local. Il y a un angle où on accueille les touristes, on peut visiter. On a voyagé quand même pas mal, des fois ensemble, des fois pas ensemble. On a été en Australie, j'ai été plus récemment à Maurice, j'ai été aux Seychelles, on a été à différents endroits aux États-Unis, au Québec. On a souvent visité, des dizaines de distilleries, puis on est fan dans tous nos voyages. À chaque fois, on va voir des distilleries. Donc, on offre effectivement un tour qu'on pense qui est intéressant, puis on veut faire connaître aux gens ce qu'on fait. Donc, il y a un angle comme ça, parce qu'il y a quand même le Vanuatu, il y a à peu près 100 000 touristes par année, c'est pas tant que ça, mais ça peut être assez, s'ils viennent tous nous voir, ça peut faire un volet de notre business si on veut. Après ça, il y a un volet de notre business qui est le marché local. Le marché local, il est quand même vraiment tout petit. Encore là, ça a été touristes dans les resorts ou un peu les bars locaux, mais c'est moins cher d'importer du Bacardi que le produit que nous, on peut vendre. Donc, on n'est pas compétitif au niveau du prix sur notre marché local de toute façon. Donc, c'est vraiment plus un produit haut de gamme qu'on fait. Puis sur le marché local, justement, parce qu'on aime tous les alcools, bien, on fait des différents gins saisonniers, puis on fait... gin, liqueur, ouais. On a un limoncello qui est fait à partir d'orange, on l'appelle l'orancello, on a différents gins, on essaye... Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients du gin qui poussent au Vanuatu, mais on essaie d'incorporer des ingrédients locaux. On fait avec le café, on fait avec le chocolat, on fait avec la vanille, puis qui sont tous des trucs qui poussent localement autour de nous, puis avec des fruits tropicaux, là, on extrait avec notre machine notre autobahn. Ouais, on extrait des trucs, puis on fait des... Mais ça, c'est pour notre animation locale, pour le bar qu'on va bientôt ouvrir, annexé à la distillerie locale, c'est pour faire connaître aux gens les saveurs, puis... Mais notre produit d'export, notre produit où on mise, ou si on veut, qui justifie notre investissement, c'est vraiment notre rhum agricole âgé. Donc, on met en baril là, depuis 3-4 ans presque tout ce qu'on produit. Puis, c'est là-dessus qu'on mise. Puis c'est notre vision du marché puis de où les choses s'en vont, c'est qu'on pense que les gens vont boire peut-être de moins en moins, mais de mieux en mieux, puis ils vont boire avec des choses de plus en plus diversifiées, puis pour se faire plaisir, quelque chose de rare, puis on pense qu'on est capable d'amener quelque chose de rare puis d'unique Et on espère qu'on va avoir des gens au Québec qui vont un jour pouvoir nous supporter le rayonnement de leurs concitoyens à l'étranger. Même si on ne peut pas vraiment dire qu'on est une distillerie du Québec, comme on a commencé au départ, on se considère quand même distillerie du Québec à l'étranger, disons. Et justement, j'ai réussi à mettre la main sur 2 ans de chez vous. Yes. Est-ce que vous goûtez avec moi? Est-ce que vous en avez une? Oui, on a au Vanuatu ici, 2 ans? Ouais. Fait que ça, c'est notre premier. On a ouvert quelques barils, mais juste pour te donner une idée, là, on a environ 450 barils en ce moment en vieillissement. On essaye de remplir un baril par jour. Et puis, ça, c'est notre premier blend de 2 ans. Donc, on a 3 différents barils à l'intérieur qui ont tous plus que 2 ans. Et, on a précédemment ouvert des barils qui ont moins de 2 ans et les barils, ça vieillit. C'est vraiment difficile à dire comment chaque baril va vieillir. Donc, on a des barils exceptionnels
On a des barils qui sont très bons. Donc là, on apprend actuellement à faire les mélanges puis à faire ces blends-là. Mais je pense je pense qu'après 2 ans, on peut déjà voir qu'on a un produit qui va être assez intéressant. Et là, tu parles de barils, tu en remplis un par jour. Vous les trouvez où, vos barils? Y a-tu un tonnelier sur l'île? Vous faites venir du. Il n'y a vraiment pas de tonnelier sur l'île. Euh, c'est une des difficultés justement d'opérer dans une place comme on est au Vanuatu, c'est que souvent on doit toujours commander par container. Notre unité de commande, c'est pas une palette, c'est pas 2 palettes, c'est un container au complet. Donc, on fait venir des barils, majoritairement des barils de Bourbon. Donc, on achète à Kelvin Copperidge à Louisville, au Kentucky. On a à peu près la moitié de notre inventaire, ce sont des barils neufs de Bourbon et l'autre moitié, ce sont des barils usés. Donc, qui ont eu du Bourbon ou du rye ou du brandy ou on a même des vieux barils de rhum qui viennent des Caraïbes. Donc, on a différentes variétés. On a aussi fait venir des barils de France qui avaient du vin à l'intérieur. Donc, on a différentes variétés de barils justement qu'on vient, mais pour nous, c'est surtout les barils de Bourbon. Donc, il y en a un de vous deux qui a appris un peu la tonnellerie vite, pour les recercler, toutes les arranger comme il faut, parce qu'après un voyage à container, ils doivent plus être étanches, là. C'est que on est chanceux d'être dans un milieu qui est très humide. Donc, les barils se conservent un petit peu plus longtemps qu'au Québec, probablement. Mais on a environ 6 mois une fois qu'ils arrivent pour les remplir. Okay. Donc, il faut quand même produire, étant donné qu'il y a environ 210 barils dans un conteneur. Mais on arrive à le faire. On arrive à les. Évidemment, à la fin, il faut les retravailler, il faut les resserrer, on les humidifie un peu, on les resserre. Donc, mais je vous dirais que la plupart des barils qu'on a, il y en a très peu qu'on n'arrive pas à remplir, là. Okay. Mais ouais, il y a de l'apprentissage au niveau des barils, c'est une complexité, effectivement. De mémoire, les barils de rhum, c'est debout? Il y a différentes méthodes de faire. Les barils debout, c'est tout simplement parce que tu es capable d'en rentrer plus dans un entrepôt si tu les mets debout sur une palette. La densité est un petit peu plus grande que rouler sur des racks comme ils font au Kentucky. Il y a plusieurs gens qui disent que l'un est meilleur que l'autre. Je pense que les études disent que c'est assez semblable. Nous, parce que c'est plus simple pour nous de les rouler, donc on les met couchés. C'est plus facile à travailler. Mais effectivement, dans les Caraïbes, souvent, ils sont debout sur des palettes empilées plusieurs étages de haut. C'est juste par curiosité. Fait que ça, votre 2 ans, les barils que vous avez utilisés, ça, c'était tout du chêne neuf? Alors, de mémoire, ce qu'on essaie de faire avec nos produits, c'est qu'on essaie d'avoir le plus de traçabilité possible. Donc, on met toutes les informations qu'on peut sur notre site web. De mémoire, il y a 3 différents barils. Il y a un baril qui avait du chardonnay à l'intérieur, un baril qui avait du Bourbon Woodford Reserve et un baril de brandy. Donc, c'est 3 barils usagés dans ce cas-ci. On voit Martin qui est en train de scanner le code QR que ça coûtait. Fait que comme ça, on tombe direct sur le bon produit. On va tout savoir. On va voir si je me rappelle bien. Mais nos barils neufs, ils vieillissent très, très rapidement. Ils ont beaucoup plus à donner. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'on va les laisser un petit peu plus longtemps, justement, pour laisser le chêne qui est très présent dans le baril neuf. On va le laisser reposer un petit peu plus longtemps pour que ça s'adoucisse. Tandis que les barils usagés, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont un petit peu moins de saveur à l'intérieur, mais il y en a juste assez. Par contre, ça prend moins de temps avant justement qu'ils s'adoucissent dans le temps. Puis, je dirais que étant dans les tropiques, dans un climat tropical, c'est quand même intéressant pour nous parce que ça vieillit. On se rend compte que ça vieillit assez rapidement. 2 ans, un produit comme ça de 2 ans, c'est quand même assez doux en bouche. Ça se voit très bien. Ce qui fait peur un peu parfois, c'est qu'on a une partie, on a la part des anges qui s'envolent un peu. On perd
On perd beaucoup. Ouais, on ne sait pas si ça va être constant d'une année à l'autre ou en tout cas, puis c'est pas mesuré parfaitement, puis ça dépend le baril est où dans l'entrepôt, puis s'il est proche et tout. En tout cas. Mais il faut dire qu'au Vanuatu, c'est un pays qui est très humide, donc on a peut-être 80-90% d'humidité à l'année. Donc, on pense que l'une des explications, c'est le fait il y a beaucoup d'eau dans l'air. Puis dans le baril, ben, il y a quoi? Il y a de l'eau. On met dans le baril peut-être à 60% d'alcool, à peu près 60-65. On met dans le baril. Donc, il y a 35% d'eau dans le baril, puis il y a 65 d'alcool. Donc, dans l'air autour, il y a beaucoup d'eau. Mettons, 80% d'humidité, mais il n'y a pas beaucoup d'alcool. Fait que c'est surtout l'alcool qui a tendance à vouloir passer à travers le baril puis de s'en aller combler le vide en dehors. Donc, on perd plus d'alcool qu'on perd d'eau. Tandis que dans un endroit qui serait très sec, on a lu que certaines distilleries dans des endroits très secs vont avoir une évaporation inverse, c'est-à-dire que le baril, il va baisser en volume, mais en fait, il va augmenter en pourcentage d'alcool dans le baril, tandis que nous, ça baisse en volume, mais ça baisse aussi en pourcentage d'alcool. Ouais. Fait qu'on part à 65, on va descendre de 62. Ouais. On perd environ 1,5 % d'alcool par année. Donc, c'est quand même en plus du volume. Donc, c'est quand même significatif. Donc, c'est intéressant parce que le pourcentage d'alcool qu'on met dans un baril, ça va avoir une grosse influence sur le goût final. Donc, ce faisant, il faut le mettre quand même assez élevé pour nous si on veut éventuellement avoir un produit qui est high-proof ou qui a un haut pourcentage d'alcool en bouteille. Il faut le mettre un petit peu plus haut pour s'assurer qu'après 2, 3, 4, 5 ans, on ait encore de l'alcool dans notre baril, quoi. Et puis, l'eau au Vanuatu, ça a l'air de quoi? Ben, c'est une île, comment dire, c'est une île. Tout le monde connaît l'eau de Fidji. Ouais. Tu sais, Fiji Water. C'est une île tropicale, il y a très peu d'industrie, il pleut tout le temps, les ruisseaux sont, les ruisseaux sont pratiquement touchés. Donc, nous, on a une source aussi sur la distillerie où on puise on a un puits. Donc, on puise notre eau directement d'un ancien lit de rivière 40 mètres sous le sol. Donc, on a une eau qui est très, très bonne à ce niveau-là. Puis évidemment, on la traite pour être sûr que ça soit là. Oui, évidemment, c'est filtré en plus parce que c'est une eau qui est assez calcaire. Donc, il faut enlever un peu le calcaire, sinon on se retrouve avec des dépôts dans nos bouteilles. Ce qu'on a appris dans nos premières batches, quoi. Ouais, le calcaire qui vient du fait que c'est des îles qui sont soit volcaniques, soit de corail. Donc, le corail pousse. Puis souvent, on entend parler du Vanuatu, je pense, au Québec en disant les îles vont la montée des eaux, qu'est-ce qui va arriver, Martin, ta maison? Puis en fait, mais les îles ici, elles ont plutôt des sont assez récentes en termes de formation géologique, puis ont plus tendance à grandir qu'à s'effondrer. Puis en fait, c'est fascinant parce que pratiquement l'île sur laquelle on est, Faté, c'est pratiquement juste du corail. On a fait avec un ancien volcan au milieu, mais on a creusé justement notre puits de 40 mètres. C'est 40 mètres de corail. C'est très dur à driller, mais c'est incroyablement poreux. Donc, c'est un filtre naturel qui est exceptionnel. Ah, parce que c'est ça, là, dans la bouteille, il est à 40%, ça veut dire que vous avez rajouté de l'eau, puis l'eau, mais ça joue pour beaucoup. Fait que c'est le fun de rajouter une petite touche encore plus de Vanuatu qu'on ne pourra pas avoir ailleurs nécessairement. Là. Exact. Puis, on s'en rend compte dans tous les produits de spiritueux, mais dans la vodka aussi, c'est quelque chose qu'on se rend compte énormément. L'eau a une influence très, très, très importante dans le produit final. C'est pour ça qu'au Québec, c'est si populaire parce qu'on a de l'eau à profusion, on a de la belle eau à plein de places, des autres sources, des affaires cool. Donc, on a une belle partie de notre alcool qui est constituée de cette eau-là. Fait que vous soyez capable de faire quelque chose avec une belle eau de votre coin, c'est cool de comparer. Là. Fait que, à date, c'est un beau produit.
La chose qu'on vous a envie, là, c'est que pour l'instant, nous, on n'est pas capable de faire pousser du rail ou du corn. Puis ça, on vous a envie parce qu'on sait que si on peut faire pousser ça, on ferait de l'alcool avec ça, nous. Parce qu'on est fan nous-mêmes de bourbon puis de rail. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé là, nos fermiers qui allaient Ah, nous faire pousser du corn. On va y on arriver, va y mais arriver, ouais. Ah, ouais. On fait des tests pour le maïs, donc on devrait y arriver éventuellement. un D'abord, bourbon on va parler tropical. d'une autre facette que vous ne devez pas nous envier. Ça a l'air de quoi les taxes sur l'alcool puis la façon de fonctionner au Vanuatu? Ben, la façon de fonctionner, ben là, je ne pourrais pas vraiment comparer avec le Québec, mais euh, c'est quand même bien réglementé ici. On fait pas n'importe quoi, on est surveillé, on doit avoir notre licence de distilleur, etc. Euh, Au niveau taxation, je pense que c'est assez comparable. On doit payer une taxe d'assises sur notre production. On la paye seulement lorsqu'on embouteille le produit. Donc, c'est quand même plus facile pour nous parce qu'on peut faire vieillir nos produits en baril sans avoir à payer quoi que ce soit sur le produit en vieillissement. Euh, euh, C'est pour quoi? nous, la grosse C'est peut-être différence, l'équivalent de 12 $ la bouteille, je ouais, pense. c'est 12 ou 15 le litre en bouteille pour la taxe d'assises. Je dirais la grosse différence, en fait, pour les coûts, ça serait surtout les coûts énergétiques. Les coûts énergétiques ici sont beaucoup plus Ouais, ouais, élevés. ouais. Même à nos maisons, là, je pense que ça, on dit souvent qu'au Québec, mettons, un kilowatt, ça va être quoi, 6-7 sous. Puis Ici, nous c'est c'est plus plus 70-80 sous ouais, le kilowatt. c'est 10 fois plus cher en OK. termes d'électricité. Notre chaudière, c'est au propane, donc ça aussi, c'est assez dispendieux. Donc, effectivement, nos coûts de production sont très élevés. C'est pour ça que dès le départ, on s'est dit, on ne fera pas un produit low cost, on va faire un produit qui est le meilleur possible parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Notre Puis, capacité de production, comme on disait au départ, peut-être que c'est intéressant peut-être de le redire, c'est que à partir de 3 tonnes de cannes coupées, on crunch up, ça nous fait 2000 litres De jus. de jus dans le fermenteur. Et à partir de notre 2000 litres de jus dans le fermenteur, on a peut-être pourquoi? On a pour une semaine, 5 jours, 4 jours, 4-5 jours, hein? 4-5 jours de fermentation. Puis après, ben, on met notre alambic est 500 litres, fait qu'on a 4 passes dans une journée, peut-être une dizaine d'heures dans la journée. Puis on finit la journée avec à peu près un baril de 200 litres d'alcool à 65 de fête. Tu sais. Puis on a une journée de fête. Mais là, on est en train on attend pour obtenir un nouveau pot still. On a un deuxième alambic qui arrive d'ici quelques semaines ou mois. C'est toujours des délais avec ces trucs-là. Mais ouais, on prend l'expansion pour doubler notre capacité. Donc, d'un baril par jour, on devrait passer à 2 barils par jour. cool ça. Ça veut dire que ça roule bien déjà pour pouvoir penser à augmenter la capacité. Ben oui, en fait, ben, c'est parce on est confiant dans le produit qu'on fait. Nous, on goûte les barils, si c'est pas au quotidien, chaque semaine, donc on sait qu'est-ce qu'on a en avant de nous. Depuis le début, on se dit que pour vendre le baril dans 2-3 ans, il faut le remplir aujourd'hui. Donc, on met beaucoup, on investit beaucoup. C'est quand même un risque, mais on pense qu'on va être capable de vendre notre homme effectivement. Et comme Martin disait, le marché local, ça n'a jamais été pour nous un marché qu'on a conçu comme étant assez grand pour absorber notre production. Donc, ça passe vraiment par l'export. On pense qu'il y a, tu sais, les gens ils ont des clubs de rhum, des collectionneurs qui en ont un de chacune des possibles en Martinique, puis en Barbade, puis au Guatemala, puis d'en rajouter une du Vanuatu, on pense que ça va les intéresser, puis on est plutôt de niche, mais ça devrait être suffisant comme demande pour qu'on aille une façon d'écouler notre produit à un prix qui est raisonnable pour eux, mais pour nous aussi, pour que ça fasse du sens dans le business. Puis, on a peut-être
quinzaine d'employés en ce moment. Donc, on a clairement plus d'employés qu'on en aurait au Québec, mais c'est parce que, entre autres, on utilise plusieurs employés pour faire des. On est toujours en construction, en fait, avec le nouvel alambic qui s'en vient, par exemple, il faut qu'on revoie notre traitement de nos eaux usées, qui sont quand même pas si usées, mais sont un peu chaudes, disons. Il y a beaucoup de construction là-dessus. Il y a le bar, il y a le tour, il y a du marketing local, il y a plusieurs personnes pour ça. Mais je voulais te passer un message ici. J'en profite pour plugger mon truc. C'est que nous, on est des Québécois à l'étranger. Marie-Ève, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est la troisième investisseur dans le projet aussi. Comme je disais, ma soeur, elle habite ici, mais on est aussi toujours à la recherche de Québécois qui voudraient venir passer quelques mois, peut-être à un an ou 2 ans, travailler avec nous ici, qui ont une certaine expertise parce que c'est très difficile de trouver localement des skills. Puis, naturellement, on a eu l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu Chef Steve, qu'on Steve appelle. Saint-Pierre. Hein? Steve Saint-Pierre, qui est le propriétaire du restaurant qui s'appelle Chez Mag à l'île d'Orléans, qui est comme un casse-croûte qui est assez famous dans la région de Québec parce qu'il il fait de la haute cuisine dans une cantine, si on veut. Il a comme relevé là, tu sais, un peu là, dans la tendance. Truc qui est venu passer, il s'est retrouvé ici pendant la pandémie. Ouais. On a fait du développement de recettes avec lui, on a fait des rhums épicés, donc ça, c'était cool. Mais là, il a fallu qu'il reparte, Steve, avec Louise, mais on est ouvert à si jamais il y a des jeunes Québécois aventuriers qui pensent qu'ils ont peut-être un angle à nous apporter. On est très ouvert écouter, à les écouter et à voir si on ne peut pas Puis faire comment un ça match marche aller travailler au Vanuatu? C'est-tu vous qui nous donnez un contrat de travail puis c'est facile d'avoir un visa? Comment ça fonctionne pour un Québécois? Ouais, donne un contrat de travail avec un visa. Après, il faut démontrer qu'on forme de la main-d'œuvre locale. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on apporte un travailleur d'étranger, on s'assure que cette personne-là ne reparte pas avec tous ses savoirs, c'est qu'il forme des travailleurs locaux, puis qu'on upskill la main-d'œuvre locale. Peut-être que tu as une proportion qui est conservée entre le nombre de personnes que tu embauches localement. Tu as le droit d'embaucher des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont de l'expertise un peu. Il y a 3 ans, on était 3. On est rendu 15. Puis avec les tours, avec le bar, je pense que d'ici un an ou deux, on va être 20, 25. Donc, on grossit, on essaie de grossir. Oui, on a besoin d'aide, surtout quoi, Pierre-Luc, s'il y avait un maître de chai, on aimerait Un maître de chai, ça, c'est dur à trouver. Ouais. Après ça, il y a toute l'animation du bar puis des cocktails. Tu sais. C'est toutes des choses que... Nous, on a 3 assistants distilleurs qu'on a formés nous-mêmes qui s'occupent de la production. Notre production avec l'alambic actuel, c'est on fait 4 distillations par jour. On est rendu, cette semaine, on a fait la 1800e distillation. Donc, c'est vraiment, on chôme pas, là, on produit en masse. Fait que c'est quand même aussi une opportunité pour avoir beaucoup d'expérience. On a une Française avec nous aussi, Lucie. On a un laboratoire, ouais, on a une chimiste, un ingénieur chimiste, parce que ça, c'est une autre particularité du Vanuatu. On n'a pas accès à des équipements de laboratoire ou si on a besoin d'envoyer un échantillon pour faire analyser, ça prend énormément de temps. Donc, on a décidé d'investir dans notre propre laboratoire et on fait nos propres analyses maintenant. Donc, ça nous aide énormément à produire Êtes-vous la seule distillerie au Vanuatu ou il y en a d'autres qui ont commencé, il y en a d'autres qui sont là-dedans? Il y en a une autre qui a commencé. On a un producteur de bière locale qui s'est mis à faire des liqueurs aussi avec des fruits. Donc, ils ne font pas tout à fait les mêmes produits qu'on fait. Puis, c'est parfait. Mais c'est ça. Idéalement, il y en aurait plusieurs sur l'île, ça serait notre souhait. Là. Fait que si les gens veulent nous venir et nous copier, on est. venez. Il y a 83 îles, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. On voudrait réussir à faire du rhum qui vient de canne à sucre qui pousserait sur une autre île que l'île principale. Parce que l'île principale, on appelle l'île principale, c'est là où il y a la capitale, mais c'est même pas c'est pas la plus grande île, mais c'est une île d'à peu près 50 km par 50 km. Donc, les îles ici sont quand même beaucoup plus grandes que les îles des Caraïbes. Mais
on aimerait ça d'en avoir qui vient de l'île Tana, où il y a le volcan, ou à Espiritu Santo au nord, où il y a des trous bleus, puis Malikula, où il y a les Big Nambas, Small Nambas. En tout cas, il y a différents attraits touristiques où le saut du Gold, le Pentecost, le Land Dive. Parce qu'il y a différents attraits touristiques ou différents landmarks, parce que c'est des peuples différents. En fait, on parle que c'est un pays, mais c'est plein de tribus qui ont été groupées ensemble, puis on a dit, ah, tiens, voilà, c'est un pays, mais c'est plein de différences. On aimerait ça. Sauf que pour l'instant, la logistique de faire du shipping entre les îles de la Canne, ben là, ça prend trop de temps. Fait que ça fait justement le problème de la fermentation. Donc, il faudrait qu'on soit capable d'avoir des unités de crushing sur les îles, des petites unités qui mettraient ça en jus. Puis après ça, il faudrait trouver le moyen d'évaporer ce jus-là pour le mettre un peu plus en concentré. Puis là, à ce moment-là, ça devient stable, justement comme du miel, puis ça devient un peu plus dense. Puis là après ça, on pourrait le shipper à la distillerie à Port-Vila, ça serait possible, mais bon, ça demande certains investissements. Il faut qu'on discute avec les agences, là. On discute avec AMF, puis avec l'ADB, puis en tout cas, c'est toutes des agences de développement là, qui essayent de trouver, d'aider les fermiers à valoriser leur terre aussi, parce que ils essaient de trouver des bouchers parce que les marchés sont loin ici. C'est compliqué pour eux autres de trouver un angle où ils peuvent. On est encore dans une société où 75% des gens, ils ne vivent pas sur justement l'île où nous on habite. Ils vivent en autarcie, pas d'électricité, pas d'eau courante. Hein. Ils vivent de la terre, puis euh, Ouais. c'est un autre vie. Hein. C'est vraiment, qu'on le veuille ou non, c'est un projet de développement. Puis si on peut aussi essayer de développer des marchés pour l'agriculture des autres îles, on va faire tout ce qu'on peut pour le faire. C'est drôle que tu parles de un peu comme du miel parce qu'au Guatemala, si je ne me trompe pas, ils appellent ça du miel vierge de canne. Fait que c'est pas du miel d'abeille, là, c'est vraiment juste comme on fait notre sirop d'érable. Fait qu'ils font évaporer l'eau du jus de canne, puis ils font leur rhum à partir de ça. Fait que, ça serait moins long à transporter, moins gros, surtout. Puis si ça stabilise, tant mieux. Je sais pas quel temps que ça prend, mettons, là, juste, tu as ton bateau à toi, tu attends sur le bord, il coupe, puis il traverse chez vous. Ça doit être quand même peut-être trop long. Fait que C'est si trop long. de le faire sur place. Faut vraiment faire un miel. Là, le miel, l'histoire, c'est de le faire évaporer. C'est la source d'énergie que tu utilises. C'est quoi que tu brûles ou c'est ça. Mais c'est des problèmes intéressants. Intellectuellement, c'est fascinant parce qu'il y a toutes sortes, ça touche à toutes sortes de choses. Puis dans notre idée de développement, c'est aussi ça avec le laboratoire, avec Lucie. On a toutes sortes d'équipements qui n'existent pas au Vanuatu s'il n'y a pas nous pour les amener. Puis on pense que les gens qui sont exposés à ces choses-là, on pense que ça peut stimuler d'autres industries puis d'autres initiatives parce que ça montre aux gens que c'est possible de faire des choses. C'est la même chose quand tu amènes des codes complexes en campagne au Québec, tu montres à tout le monde, c'est possible. On n'est pas obligé d'abandonner le coin, c'est possible de faire quelque chose. Mais là, tantôt, j'avais une question que j'ai passée sous silence, je vais vous la poser. Un coup, vous avez pressé cette canne à sucre-là, là, le reste de vos 3 tonnes par jour, vous faites quoi avec le foin comme qui reste? Là? Ouais, la fibre de canne, la bagasse, on a à peu près, sur les 3 tonnes qu'on écrase, on obtient à peu près 1 tonne de fibre. Puis, en fait, c'est 300 kilos là, de matière sec. Pour l'instant, on l'empile, on fait du compost avec nous-mêmes. L'idée, c'est de la renvoyer dans les champs des fermiers pour justement faire du mulch ou réenrichir les champs. Mais c'est une question de logistique. Là, actuellement, on est chanceux parce qu'on a à peu près 1,2 hectares le site de la distillerie, donc on a de la place pour entreposer ça. Puis après 1 an, ça se décompose assez bien. Mais il y a différents trucs qu'on peut faire avec. Il y a le relivrer chez les fermiers, puis là, on va acheter un camion pour justement être capable de faire ça parce que les fermiers, eux, ils n'ont pas les moyens de le transporter eux-mêmes. Mais à terme, l'idée, c'est d'avoir un brûleur, une chaudière biomasse et de brûler ce truc-là pour justement baisser nos coûts de génération d'énergie. C'est là que je m'en allais. Sur les îles, si vous pouvez réchauffer avec le résidu de canne. Oui,
Oui, non, en théorie, c'est beau, c'est magique, ça marche bien, mais c'est quand même la logistique. C'est une question d'échelle aussi. C'est une question de, tu sais, pour que ça vaille la peine, c'est justement pour ça qu'il faut doubler notre production, là, qu'on se regarde faire 2 barils par jour. Fait qu'il faut commencer. C'est, avoir une distillerie, ça s'est démocratisé par rapport au passé par les lois. Ça s'est démocratisé par l'accessibilité aux équipements à un prix plus abordable puis à des tailles plus réduites. C'est ce qui a fait le boom, un peu ce qu'on a vu d'abord dans les microbrasseries. Mais ça reste que pour certaines problématiques, tu tombes rapidement à oui, mais si on avait plus de volume, ça ferait plus de sens d'investir, ça ferait plus de sens de mettre tout en place ça parce qu'en fait, ça ne coûterait pas plus cher pour en faire plus. Tu sais, puis ça devient une game de scaling. Tu sais. Ouais. Hey, c'est super ça. Merci les boys. Très enrichissant de vous jaser avec vous autres. C'est complètement nouveau pour moi. Je ne connaissais pas ce coin-là, comme je l'ai dit avant les fêtes, avant que Martin m'écrive puis dit Hey, je vous écoute, puis j'ai une distillerie, ça vous tente-tu? Fait que bon move. Je suis content d'avoir fait En ce tout show-là. cas, nous, on apprécie vraiment que tu nous fasses une petite place, là, distillerie honoraire du Québec. Puis après ça, ben, la deuxième carrière, ça va être de parcourir le monde avec les bouteilles de rhum du Vanuatu. En faisant rayonner le Vanuatu, ben, j'espère aussi qu'on c'est ça, faire rayonner aussi le Québec parce qu'on on est quand même bien adapté en étant capable de manipuler l'anglais puis le français, puis avec nos origines qui sont naturellement, je dirais, un peu multiculturelles. On est bien adapté pour performer au niveau international sur la planète. Je parle de nous, mais les Québécois en général. Ça, puis dans mon entourage, il y a plein de nomades numériques, du monde qui travaille à distance, du monde qui se sont créés leur propre business. Fait que peut-être qu'ils pourraient aller vous voir puis donner un coup de main. Fait que, ben, un gros merci les boys. Puis, ben, mec, que ça soit disponible au Québec, peut-être en importation privée, quelque chose de même. Ouais, l'objectif, là, on travaille là-dessus cette année. Là, on ouvre des barils, Ouais. on goûte, puis on va juste envoyer ce qu'il y a de mieux. On n'est pas tellement connaissant sur ce côté-là. Hein. C'est aussi peut-être que c'est des auditeurs que ça intéresse de nous tendre une perche et dire c'est comme ça qu'il faut faire. On est ouvert à être contacté. Parfait. Fait que, on va laisser ça, c'est sûr, dans le show pour que le monde l'entende et qu'il vous contacte. Justement, meilleure façon de vous suivre, Facebook, le site web, comment vous contactez? Facebook, le site web, on a un Instagram aussi. Donc, dès qu'on va être disponible au Québec, si vous suivez l'un ou l'autre, vous allez savoir. Parfait. Puis, je vais sûrement vous faire un petit coucou sur mon groupe aussi. Hey, c'est enfin disponible. Excellent. Cool. Ben, merci beaucoup, les boys. C'était vraiment super sympathique comme rencontre. Puis, ben, on se reparle éventuellement. Peut-être que je passerai peut-être même vous voir. Quand tu veux. T'es bienvenu, on a une place pour toi. Yes. Ben, merci beaucoup. Ciao. Merci, Patrick. Bonne soirée. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.